Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouvel atelier synchronisation entre le site ignrando.fr et l'application mobile IGN Rando. Alors, cet atelier, le dernier de l'année, le dernier d'une longue série de 11 ateliers que nous avons proposés tout au long de cette année 2024, à la fois des ateliers d'initiation à l'application mobile, où on a pu comme ça découvrir toutes les fonctionnalités de l'application, et puis des ateliers plus thématiques, peut-être un peu plus experts sur des sujets un peu plus précis, comme celui d'aujourd'hui, donc au sujet de la synchronisation entre d'une part le site et l'appli mobile. On a proposé par exemple des ateliers sur la sécurité, en partenariat sur la sécurité en montagne, en partenariat avec le PGHM, donc le peloton de gendarmerie de haute montagne, ou plus récemment sur la randonnée hivernale en partenariat avec la fondation Petzl. Nous avions également proposé des ateliers sur la lecture de cartes, donc plusieurs comme ça thématiques, et aujourd'hui c'est le dernier de cette série qui a rencontré un très franc succès auprès de nos utilisateurs. Donc, on est très content et on vous en remercie. Vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver cette vidéo et puis toutes les autres, tous les enregistrements de tous les autres ateliers sur notre chaîne YouTube. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne, de cliquer également sur la petite cloche pour être notifié, pour être informé des nouvelles publications à chaque fois que nous mettons des nouvelles vidéos en ligne. Alors, aujourd'hui, on va faire cet atelier qui va se dérouler en 2 temps essentiellement. Donc, Angelo fera une première partie, l'essentiel qui sera une présentation, et puis ensuite, on aura quelques questions qu'on pourra lui poser. Euh, Dernière petite chose, avant de laisser la parole à Angelo, je vous invite également à nous, si vous le souhaitez, et si vous souhaitez soutenir l'application IGN Rando, à nous laisser une note sur les stores, donc sur le Google Play Store ou sur l'App Store. C'est quelque chose qui nous aide énormément. Et pour vous donner un ordre d'idée, notre note actuellement est aux alentours de 4,5. Donc, disons que 5 étoiles, c'est si vous aimez l'application. 4 étoiles, c'est si vous n'aimez pas l'application. 3 étoiles, si vous la trouvez vraiment nulle. 2 étoiles si vous avez envie qu'on mette la clé sous la porte. Et puis 1 étoile si vous nous détestez vraiment. Blague à part, voilà, ça vous donne comme ça un peu les ordres, un ordre d'idées et comment les notes fonctionnent. Voilà pour moi. Je vous retrouve à l'issue de la présentation d'Angelo pour la session de questions-réponses. Angelo, la parole est à toi. Merci beaucoup Alexandre et bonjour à tous. Donc cet atelier de synchronisation va se dérouler de la manière suivante. On va commencer par voir la synchro entre l'application mobile et le site internet. Donc comment on synchronise un parcours qu'on a créé, qu'on a enregistré ou qu'on a importé sur l'appli et qu'on a envie de retrouver sur le site internet, à la fois pour le sauvegarder et, comme on va le voir, pour le partager avec d'autres. Ensuite, on va voir comment ça se passe dans le sens inverse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut synchroniser un parcours du site vers l'application. Ensuite, nous allons voir ce qui concerne les communautés, qui sont des communautés d'utilisateurs IGN Rando, et comment est-ce qu'on crée une communauté, où est-ce qu'on la retrouve sur le site, comment est-ce qu'on retrouve les communautés sur l'application, comment est-ce qu'on peut suivre une communauté, rester informé des nouveautés, des nouveaux parcours d'une communauté, etc. Ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'on peut synchroniser des informations entre deux appareils qui utilisent l'application IGN Rando. Vous allez voir que souvent, on va être obligé de passer par le site Internet pour faire cela. Et enfin, nous allons voir comment est-ce qu'on peut exporter des parcours pour les utiliser soit sur une autre application, soit sur notre montre connectée, par exemple, ou pour les utiliser sur notre ordinateur, sur un autre logiciel, une autre plateforme, un autre site. Donc, je vais tout de suite vous partager l'écran de mon ordinateur sur lequel nous allons retrouver à la fois le site internet
et l'application. Donc sur la gauche, le site internet, sur la droite, l'application. Et donc, comme je vous disais, nous allons démarrer par la synchronisation d'un parcours de l'application vers le site. Donc, comme je suis en intérieur et que je n'ai pas la possibilité d'aller me balader, je vais, grâce à ce bouton bleu ici, non pas enregistrer un parcours avec le GPS du téléphone, mais créer un parcours manuellement. On en profite pour revoir un peu ce process, voir comment ça se passe. Donc là, je vais choisir un sentier au hasard dans les Pyrénées. Je vois qu'ici, j'ai des cabanes, par exemple. Voilà, je vais au hasard partir de cette route et remonter le long de ce sentier. Donc, grâce à mon outil ici de création, avec saisie guidée, je peux placer un point de départ en appuyant sur le bouton et ensuite aller mettre un deuxième point au niveau de cette cabane ou ce refuge. Et vous voyez que l'application va suivre automatiquement les sentiers afin de m'amener jusqu'à mon point de passage. Et je peux continuer de cette façon-là, voilà, à créer des... Hop, je poursuis la création de mon sentier. Voilà, je vais aller jusqu'à cette cabane-là et je vais m'arrêter. Et donc, pour enregistrer, j'ai le bouton en bas à droite, la coche, qui donc m'invite à donner un titre à mon parcours. Je peux également rentrer une description, une durée, modifier la couleur du tracé, etc. Et voilà, moi, je vais immédiatement enregistrer. Et là, on a un petit message qui a été affiché qui nous dit que les altitudes du parcours ont été calculées, ce qui veut dire que si j'active la fiche du parcours en appuyant sur son point de départ, je vais retrouver des informations sur les altitudes. Donc, on a le profil de dénivelé et on a le délai dénivelé positif, négatif, l'altitude max, l'altitude mine. Depuis cette fiche parcours, je peux immédiatement envoyer mon parcours sur IGN Rando. Donc, il suffit d'appuyer sur le bouton bleu en bas à droite et appuyer sur envoyer sur ignrando.fr. Et là, j'ai un message qui me dit que l'envoi a été effectué avec succès et je peux immédiatement aller retrouver mon parcours sur le site internet. Alors, il y a quand même un prérequis pour cette synchronisation, c'est le fait d'avoir un compte IGN Rando connecté à la fois sur l'application ici, dans la rubrique profil compte, et sur le site internet. On va se mettre comme ça c'est plus lisible. Ici, donc, en appuyant sur le bouton compte depuis la page d'accueil du site, j'ai la possibilité de créer un compte gratuit si je n'en ai pas déjà un, ou de me connecter avec mon compte si j'en possède déjà un. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je valide. Je me connecte sur le site internet. Et là, je vais pouvoir donc, depuis mon tableau de bord, voilà, j'ai un bouton pour voir et gérer mes parcours. Je retrouve le même bouton depuis n'importe quelle page du site. Donc, par exemple, si je reviens sur la page d'accueil, j'ai un accès ici en appuyant sur mon nom, soit un accès à mon tableau de bord en appuyant sur mon compte, soit directement un accès à mes parcours. Et là, on va retrouver donc dans les brouillons, pas dans les parcours publiés, parce que le parcours que je viens de créer et d'envoyer sur le site n'est pas en mode publié, il est en brouillon. Mais voilà, en tout cas, je le retrouve immédiatement ici et je peux le consulter et vous allez voir qu'on retrouve exactement le même parcours qu'on voit sur la partie droite de l'écran sur l'application. On retrouve le même parcours sur le site internet. On retrouve également le profil d'altitude et les mêmes données d'altitude sur le site. Donc voilà pour la synchronisation entre l'appli et le site. Alors le site va nous permettre de faire certaines choses qui ne sont pas possibles sur l'application, comme par exemple, je reviens ici à mes parcours, je vais avoir la possibilité donc d'aller éditer mon parcours. Donc, je vais pouvoir modifier éventuellement certains points du parcours si je le souhaite, le prolonger, et
ce qui va surtout être intéressant, c'est que je vais avoir accès à toutes les informations euh, que j'ai rentrées sur l'appli et je vais pouvoir en ajouter des nouvelles. Donc, je vais pouvoir, par exemple, ajouter ou modifier la difficulté, la durée, indiquer si c'est un parcours en boucle ou en aller simple, ajouter une description éventuellement. Donc voilà, je vais pouvoir travailler davantage mon parcours, ajouter des photos également. Donc je vais pouvoir ajouter voilà plein d'informations sur le parcours, ce qui n'est voilà, on n'a pas accès à toutes ces fonctionnalités sur l'application. Le but c'est quand même de pouvoir travailler un parcours sur un ordinateur pour avoir une meilleure ergonomie et voilà plus de rapidité, plus d'aisance. Là, on retrouve la suite des pages de création du parcours. On va revoir ça dans quelques instants lorsqu'on va créer un parcours sur le site internet. Mais voilà, sachez que sur cette étape-là, la quatrième des trois étapes, qui est l'étape de choix des options d'impression, on est obligé de choisir un des modèles d'impression. Voilà, ça n'a pas beaucoup d'impact pour le parcours lui-même, mais si vous faites un export du parcours en PDF, vous aurez une de ces trois mises en page. Ici, je vais valider et j'arrive à la dernière étape, qui est l'étape de publication, où là, je vais pouvoir basculer mon parcours en publié, ce qui va me permettre de l'utiliser à la fois pour moi-même et pour mes amis ou les utilisateurs de ma communauté. Voilà, ça va rendre le parcours utilisable à la fois visible sur le site et sur l'application mobile. Ensuite, j'ai la possibilité donc de mettre le parcours en public ou en privé, à ma convenance. Et ensuite, j'ai des options qui concernent la synchronisation du parcours sur les applications partenaires autres qu'HygièneRando. Donc là, peu importe le choix que je fais, tant que je suis sur l'application HygièneRando. Et ensuite, des options de diffusion sur une autre plateforme et sur les modules hygiène. Donc là aussi, a priori, vous n'êtes pas concerné par ces options-là. Je valide et là, j'ai mon parcours qui est basculé donc dans les parcours publiés et est prêt à être utilisé par moi-même ou par d'autres sur l'application mobile. Euh, donc, de mon côté, si je veux retrouver ce parcours sur l'application mobile et par exemple sur un autre appareil, donc supposons que je bascule sur un nouvel appareil, donc je vais supprimer le parcours ici de mon appareil. Imaginez que je connecte un nouvel appareil, je connecte mon compte sur un nouvel appareil. Ce parcours, il est désormais dans ce dossier-là, qui est le dossier des parcours hygiène rando. Et là, alors je vais quand même faire une synchronisation pour retrouver le parcours qui vient d'être créé. Et le voilà. Donc vous voyez que ce parcours, euh, il fait partie de mes parcours, d'où le petit picto bleu ici. Et je peux, donc, vu qu'il est sur la plateforme, je peux le télécharger à nouveau sur mon appareil. Et donc, si j'étais sur un autre appareil, par exemple, si j'ai un téléphone et une tablette, je peux très bien créer un parcours sur une tablette, l'envoyer sur le site Hygiène Rando et ensuite euh, le, le, le synchroniser sur mon téléphone. J'ai également la possibilité, si je veux, vous voyez que ma liste de parcours était un petit peu longue ici, si je veux les distinguer plus facilement, je peux, soit depuis le site, soit depuis l'application, là je vais rebasculer sur le site pour vous montrer cette fonctionnalité, je peux mettre le parcours en favori. Donc depuis la fiche parcours, c'est le bouton qui se trouve ici, j'appuie dessus, ça met le parcours en favori. Et là, je retourne sur mon application, je vais synchroniser à nouveau, et là si je filtre sur mes favoris, voilà, j'ai mon parcours que je viens de créer qui apparaît dans mes favoris. Donc ça permet évidemment d'avoir une liste plus courte de parcours qu'on retrouve plus facilement. Cette fonctionnalité de favoris est très intéressante aussi si vous voulez partager des parcours avec d'autres utilisateurs. Donc, imaginons, je crée ce parcours ici sur le site internet, sur mon ordinateur, je le mets en public, en publié, je l'enregistre, et ensuite j'ai simplement à partager le lien
de la fiche parcours. Donc, après avoir ouvert évidemment la fiche parcours, je partage ce lien avec mes amis. Tout le monde a accès à ce parcours. Et là, de leur côté, ils sont obligés de le mettre en favori pour pouvoir le retrouver sur leur application. En tout cas, c'est une façon très simple de partager des parcours. Voilà donc pour cette partie de synchronisation d'un parcours de l'application vers le téléphone. On a vu un peu comment ça se passe dans l'autre sens. On va revenir dessus là dans la prochaine étape. Et on va voir par la suite les fonctionnalités des communautés qui permettent donc de partager plusieurs parcours au sein d'une communauté. Donc, voilà, imaginez, vous avez un groupe d'amis avec lequel vous faites des randonnées régulièrement. Plutôt que de leur partager les liens des parcours un par un tous les week-ends, par exemple, vous leur donnez simplement le nom de votre communauté. Ils deviennent membres de la communauté, ils suivent votre communauté. Et puis tous les week-ends, ils ont juste à ouvrir leur application et ils vont retrouver vos parcours dessus. Donc là, comme je vous disais, on va voir comment se passe la création d'un parcours sur le site internet et on va voir ensuite comment on l'envoie sur l'application. Donc là, vous voyez, je suis sur une fiche parcours, j'ai ce bouton ici qui est apparent, qui me permet de démarrer la création d'un nouveau parcours. Si vous êtes sur votre compte, donc juste après vous être connecté, ce bouton se trouve ici. Et si vous êtes sur la page d'accueil de l'application, alors là, soit vous retournez sur votre compte, soit vous avez un bouton parcours qui permet de parcourir la liste de tous les parcours sur la plateforme, mais vous retrouvez également ce bouton sur cette page. Donc, j'appuie sur le bouton Créer un parcours et j'arrive sur cet écran où je suis invité soit à créer un parcours manuellement, donc c'est ce qu'on a fait sur l'application tout à l'heure, soit à importer un fichier, donc ce qu'on appelle le tracé d'un parcours, ce qu'on peut faire également sur l'application aussi. Nous, on va vous montrer aujourd'hui la création manuelle, puisque c'est ce qui permet de créer un parcours vraiment sur mesure, comme vous le souhaitez. Donc, on va aller cette fois dans les Alpes pour changer un peu de décor. Voilà, on est au niveau de Megève. Et puis, on va changer de fond de carte ici avec ce bouton. On va se mettre sur les cartes topographiques, sur lesquelles on voit un peu plus facilement les sentiers balisés. Et puis, on va viser le Mont-Joli, tiens, depuis Megève. Donc, on va trouver un parking. Ou alors, voilà, on va partir de cette route. Puis, on va démarrer. Donc, j'appuie une première fois pour placer le point de départ. Et ensuite, comme sur l'application, je place des points intermédiaires. Comme ça, j'indique par où je veux passer. Je ne vais pas forcément prendre le chemin le plus court à chaque fois parce que ça peut être des chemins de la station, des sentiers non balisés, etc. Donc là, je vais suivre les sentiers balisés. Et je vais progresser jusqu'au Mont-Joli en passant par la belle crête ici, un petit peu aérienne, en tout cas très, très impressionnante. Et je vais monter jusqu'au sommet. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Je vais pas forcément tracer le retour là, mais en tout cas, sachez que si vous voulez tracer le retour, soit vous cliquez sur des points qui suivent le sentier de la montée, soit vous avez ici la possibilité de refermer le parcours en faisant une boucle. Donc là, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Vous voyez que le chemin emprunté n'est pas le même qu'à la montée, c'est le chemin le plus rapide pour revenir. Donc c'est quand même intéressant, ça permet de faire une boucle, ça permet de faire la boucle la plus rapide possible à partir de notre point d'arrivée. Voilà. Lorsque j'ai terminé la création de mon parcours, je vais pouvoir valider. Et comme tout à l'heure, donc je vais indiquer une activité. Donc vous voyez qu'ici on a les catégories d'activités, donc à pied, cycle, etc. Et ensuite on a les activités elles-mêmes, donc avec la randonnée et puis d'autres activités à pied. Voilà. Donc là je vais indiquer que c'est un parcours de difficulté moyenne. On va dire que c'est 7 heures de marche. Voilà, le site reconnaît automatiquement que c'est une boucle puisqu'on l'a refermé en faisant une boucle. Et ensuite,
on peut, on doit, pardon, donner un titre au parcours. Voilà. Boucle du Mont-Joli depuis Megève. On peut éventuellement ajouter une description si on le souhaite, des photos, comme on a vu tout à l'heure, puis on valide. Ici, donc c'est comme tout à l'heure, je vais sélectionner un modèle de PDF et je vais valider. Et enfin, sur la dernière étape, je le mets en publié et je valide. Et vous voyez qu'immédiatement, le parcours apparaît dans la liste de mes parcours publiés. Et du coup, je peux le consulter comme tout à l'heure, euh, l'ajouter à mes favoris si je veux le retrouver plus facilement. Donc, c'est ce que je vais faire. Et après, vous voyez ici, on a d'autres boutons sur le site qui nous permettent, par exemple, d'imprimer la fiche du parcours, l'exporter en fichier GPX, KML, par exemple, pour l'utiliser sur un autre site, un logiciel, etc. Je reviens sur mon application. Je vais synchroniser à nouveau mes favoris. Alors, ça peut prendre quelques minutes lorsque le parcours vient d'être créé, mais habituellement, c'est relativement rapide. Voilà, donc vous voyez que là, on est passé de 7 à 8 favoris, ce qui veut dire que mon nouveau parcours vient d'être synchronisé. Et effectivement, il est ici. Donc là, on a un parcours qui est en favori. On a aussi ce picto qui est bleu qui veut dire que le parcours a été créé par moi. Par contre, il n'est pas encore téléchargé. Donc ce picto-là est toujours gris. Donc si je veux utiliser un parcours qui est uniquement en favori sur l'application, il va falloir que je le télécharge une première fois et ensuite il sera enregistré sur mon appareil et il sera toujours utilisable. Donc pour ce faire, j'ai simplement à appuyer dessus. Vous voyez que le téléchargement se lance automatiquement. L'application va zoomer automatiquement au niveau du parcours. Donc là, on retrouve la boucle qu'on vient de créer sur le site. Et vous voyez que le parcours est automatiquement téléchargé, donc je n'ai pas d'autres étapes à effectuer. Je retrouve ici toutes les informations de mon parcours qu'on avait sur le site internet et le parcours est prêt à être utilisé. Voilà donc pour cette étape de synchronisation du site vers l'application, sachant que cette synchronisation, donc on a dit qu'elle se fait automatiquement pour les parcours qui m'appartiennent, que je crée. Les parcours que je n'ai pas créés, que j'ai trouvés par exemple sur la recherche du site. Donc ici, on peut prendre un parcours au hasard, on va dire autour de Bordeaux où je me trouve actuellement. Je vais en sélectionner un ici au niveau de Mérignac, voilà, au niveau de Pessac. Donc un parcours du site qui a été créé par quelqu'un d'autre. Si je veux le retrouver sur mon application mobile, je l'ajoute à mes favoris. Et là, vu que le parcours est déjà créé, normalement, la synchronisation est encore plus rapide. Donc là, j'ai simplement à synchroniser et normalement, le parcours devrait apparaître instantanément. Ça y est. Bon, ça a pris un petit peu de temps, comme tout à l'heure, mais c'est quand même arrivé. Donc le voici. Et comme tout à l'heure, donc le parcours est uniquement en favori. Donc si je veux le stocker sur mon appareil, je le télécharge une première fois. Et ensuite, vous voyez que lorsque je ferme la fiche du parcours, le parcours reste visible sur la carte. Et comme il est téléchargé sur mon appareil, je n'ai même pas besoin de connexion Internet
pour avoir accès à sa fiche, il est stocké sur mon appareil, il ne s'effacera pas. Ensuite, si je veux utiliser ce parcours avec la carte qui se trouve sous le parcours, je vais avoir besoin de télécharger la carte du parcours. Donc ça, c'est un bouton qui se trouve au niveau du menu sous le bouton bleu sur la fiche parcours, qui me permet de télécharger donc un ou plusieurs fonds de carte le long de mon parcours. Donc là, sur cette étape, je peux voilà sélectionner un ou plusieurs fonds de carte et les télécharger pour ce parcours-là. Alors, pour ce qui est du téléchargement des cartes, on a également la possibilité de télécharger des zones de cartes. Donc ça se fait depuis ce bouton-là et avec le bouton télécharger une carte. Et là, vous voyez, on a la possibilité de télécharger une zone qui peut être beaucoup plus grande que la zone d'un parcours, ce qui nous permet donc de télécharger la zone qui englobe plusieurs parcours en une seule fois, plutôt que de télécharger les cartes des parcours individuels. Depuis la fiche parcours sur l'appli, on peut également faire la même chose que sur le site internet, c'est-à-dire exporter le parcours, soit en GPX, soit en KML, ce qui va nous permettre donc soit de l'envoyer à quelqu'un qui puisse l'utiliser immédiatement sur son application, soit de l'utiliser sur mon propre appareil, mais sur une autre application. Voilà. Je vais vous parler maintenant des communautés. Donc vous allez voir, c'est un outil très pratique pour retrouver au même endroit tous mes parcours ou tous les parcours d'une autre communauté. Donc la communauté, elle peut être créée soit au moment où vous créez votre compte, soit dans un deuxième temps, depuis votre tableau de bord. Voilà, si vous n'avez pas de communauté, vous aurez un bouton qui vous invite à en créer une. Donc évidemment, la création est gratuite et vous pouvez la créer à tout moment. Sachez que toutes les fonctionnalités du site sont gratuites et que l'abonnement que nous proposons sert uniquement à ajouter des fonctionnalités sur l'application. Donc, on va voir ça un petit peu plus tard pour récapituler tout ça. Donc, pour ce qui est de ma page communauté, elle se présente comme ceci sur le site. Donc, ça, c'est la page de gestion de ma communauté. Et j'ai la possibilité ici, avec ce bouton, voilà, j'ai ouvert un nouvel onglet pour vous montrer comment s'affiche la page de ma communauté vue par un visiteur. Vous voyez qu'on a ici une partie d'introduction et ensuite on peut avoir des informations et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on retrouve les derniers parcours créés par la communauté, les derniers points d'intérêt et on va pouvoir les parcourir voilà, pour voir tous les parcours proposés par une communauté. Ce que je peux faire également, c'est depuis, par exemple, si je reprends le parcours de tout à l'heure, que j'avais mis en favori, donc c'était celui-là. Donc je vais vous montrer comment on accède depuis la fiche d'un parcours à la communauté qui a créé ce parcours. Donc tout simplement, ici vous pouvez avoir la photo de la communauté, donc là il n'y en a pas une, mais voilà, en tout cas on peut cliquer sur le nom de l'utilisateur ou de la communauté et retrouver donc la page de la communauté et tous les parcours créés par cette communauté. Et vous voyez qu'on a un petit module aussi que je n'avais pas activé sur ma propre communauté, qui est très pratique puisqu'il nous permet de retrouver tous les parcours de la communauté en question sur une carte. Et là, vous voyez qu'on a une vue qui est très euh, synthétique, très pratique de cette communauté, des parcours de cette communauté sur la carte, sans afficher tous les autres parcours, évidemment. Donc, cette communauté, vous voyez qu'ici, j'ai un bouton pour la suivre. Donc, c'est ce qui va me permettre de l'utiliser, de la retrouver facilement sur mon application. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et je vais basculer sur mon application mobile pour vous montrer toute la partie communauté. Donc, dans la section données, ici, en bas au centre, puis dans communauté, on retrouve trois rubriques. La première, c'est ma communauté, ma propre communauté, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le site. Donc là, on retrouve tous les parcours créés par ma communauté sur la carte et dans une liste défilante ici. Et si je reviens
dans la section communauté. J'ai une deuxième rubrique qui sont les communautés suivies. Donc là, je vais devoir synchroniser pour ajouter la communauté que je viens de suivre sur le site. Et enfin, on a une dernière rubrique qui sont les communautés suggérées, où là, ce sont des suggestions que nous ajoutons, que nous changeons de temps en temps en fonction des événements qui sont en cours ou des communautés que nous souhaitons mettre en avant. Donc là, vous voyez que comme sur le site, je peux retrouver la communauté que je viens de suivre, donc de mettre en favori en quelque sorte, avec sa description, sa liste de parcours. Donc là, vous voyez qu'on a principalement des parcours autour de Bordeaux. Et tous ces parcours-là, je vais pouvoir voir leur tracé, leur description, soit en appuyant sur leurs points de départ sur la carte, soit en les sélectionnant ici depuis la liste. Donc ça, c'est le parcours qu'on avait mis en favori tout à l'heure. Là, je vais accéder à la fiche d'un autre parcours. Voilà, vous voyez qu'on a le tracé du parcours qui s'affiche immédiatement. Et si je veux voir plus de détails sur ce parcours, je vais cliquer sur le bouton voir la description. Et là, j'ai la fiche du parcours qui s'affiche. Et si je veux le garder, si je veux l'utiliser, je vais pouvoir le mettre en favori pour le retrouver facilement plus tard ou le télécharger pour l'utiliser immédiatement. Voilà donc comment fonctionne la synchronisation des communautés et puis les communautés de manière générale sur le site et sur l'application. Voilà, on a vu un peu toutes les fonctionnalités qu'on souhaitait voir. On va revoir rapidement les deux fonctionnalités qu'on a vues un peu rapidement là, c'est depuis le début, qui sont donc la synchronisation entre deux appareils, juste pour vous réexpliquer comment ça se passe. Donc, on a vu que après avoir créé ce parcours tout à l'heure sur l'application, euh, on avait la possibilité donc depuis la fiche parcours, soit de l'exporter, ce qui me permet en réalité de l'envoyer sur un autre appareil si je le souhaite. C'est-à-dire que je vais pouvoir exporter le parcours, par exemple en GPX, appuyer ici sur le bouton exporter, et ensuite je vais pouvoir utiliser une application de messagerie, par exemple Telegram, et là je vais le mettre dans mes messages enregistrés, et vous voyez que le parcours va rester dans mes messages enregistrés, et je vais pouvoir, comme ça, ouvrir cette messagerie sur un autre appareil ou alors l'envoyer à un ami et cette personne va pouvoir euh, importer ce parcours dans l'application. Donc, l'import se fait de la manière suivante. Donc là, pour la démonstration, je vais effacer à nouveau le parcours et l'importer. Donc, je vais retourner sur Telegram. Je vais cliquer ici sur le parcours et vous voyez que j'ai dans l'application cette boîte de dialogue qui m'invite à importer le parcours sur l'application. Et vous voyez que le parcours que je viens d'effacer, je l'ai réimporté, il réapparaît immédiatement sur ma carte. J'ai aussi la possibilité d'importer des parcours depuis l'application, donc sans passer par la messagerie, mais pour importer par exemple un parcours qui est enregistré sur mon téléphone. Je vais ici donc à la racine des parcours où j'ai ces deux dossiers. Donc d'un côté le dossier des parcours qui sont stockés sur la plateforme IGN Rando. D'un autre côté, les parcours créés ou importés sur l'application. Donc là, ça c'est le parcours que je viens d'importer. J'aurais pu également l'importer grâce à ce bouton. Ce bouton me donne accès à la mémoire du téléphone. Et donc, si le parcours est stocké sur la mémoire du téléphone, je vais pouvoir l'importer grâce à ce bouton. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités. Donc voilà, la synchronisation entre les deux appareils. Donc elle peut se faire soit directement en exportant un fichier et en l'important sur l'autre appareil, soit, comme on a fait tout à l'heure, en envoyant le parcours sur hygiènerando.fr, en allant ensuite sur le site pour le mettre en public, et ensuite, donc si on a notre compte qui est connecté sur deux appareils, le parcours va apparaître automatiquement sur l'autre appareil en tant que, pas parcours favori, mais parcours qui m'appartient.
Et on peut également, si on le souhaite, le mettre en favori pour le retrouver plus facilement. En tout cas, voilà, sachez que dans le dossier des parcours hygiène rando, on a différents types de parcours qui peuvent apparaître dans la même liste. Donc, le premier, c'est un parcours que j'ai créé, mais que je n'ai pas mis en favori. Le deuxième, c'est un parcours que j'ai mis en favori, qui ne m'appartient pas et qui est téléchargé sur l'application. Le troisième, c'est un parcours qui ne m'appartient pas, que j'ai uniquement en favori. Donc, actuellement, il n'est pas téléchargé sur mon application, etc. Et donc, si on veut filtrer sur un type de parcours, on peut, par exemple, afficher uniquement les parcours téléchargés, on peut afficher uniquement les favoris, etc. Et on a également la possibilité de filtrer par activité. Donc, si on a, par exemple, des parcours de ski de randonnée et des parcours de randonnée pédestre et qu'on a envie d'afficher uniquement les parcours de ski de randonnée, on va le faire de cette façon-là. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de la démonstration. On va passer à la partie questions maintenant. Donc, je vais redonner la parole à Alexandre pour cela. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup, Angelo, pour cette explication très claire qui, je suis sûr, va éclairer beaucoup d'entre vous. Alors, effectivement, j'ai quelques questions à te poser. La première, c'est est-ce que tu peux nous refaire un petit topo? Tu l'as évoqué pendant l'atelier, mais un topo un peu plus peut-être précis et global sur la différence, enfin, sur l'abonnement et sur qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qu'on peut faire avec les versions gratuites, enfin faire un peu l'indistinction, un peu tout ça et qu'on comprenne un peu mieux cette histoire d'abonnement, s'il te plaît. Ah, il faut que tu actives ton micro. Merci. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'abonnement n'ajoute pas de fonctionnalités sur le site Internet. Donc, le site Internet est utilisable avec un compte gratuit et le fait d'être abonné à l'application Hygiène Rando ne va pas ajouter de fonctionnalités sur le site. Donc, tout ce qu'on a vu sur le site, donc la création des parcours, l'utilisation des parcours du site, les communautés, etc., tout ça est disponible dans la version gratuite. Ensuite, pour ce qui est de l'application, toutes ces fonctionnalités qui sont liées au site, elles sont également gratuites. Donc, le fait de faire des recherches de parcours sur l'application, par exemple, grâce à la barre de recherche qui est là, le fait de synchroniser des parcours, de mettre des parcours en favoris sur le site, les retrouver sur l'application, pareil pour les communautés, tout ça, ça fait partie de la version gratuite. La seule différence par rapport aux fonctionnalités du site et qu'on retrouve sur l'application, c'est que la création des parcours avec ces e-guidés est une fonctionnalité de l'abonnement. Ce qui veut dire que lorsque vous créez un parcours sur l'application, si vous n'êtes pas abonné, vous avez uniquement accès à cette création manuelle, point à point, qui nécessite donc de placer les points manuellement. Donc là, vous voyez, si je relie ces deux points, l'application va les relier en ligne droite. Alors que l'abonnement me donne accès au mode saisie guidée qui, contrairement au mode manuel, vous voyez, permet de relier deux points en passant par l'essentiel. Voilà. Donc ça, c'est le premier ajout de l'abonnement. Le deuxième, ça va être le téléchargement des cartes. Donc la version gratuite ne donne pas accès au téléchargement des cartes et l'accès aux cartes topographiques. Donc, par exemple, les cartes topographiques IGN sont également dans l'abonnement. Donc, à la fois pour la consultation et pour le téléchargement. Merci beaucoup pour ces explications. Une autre question également concernant cette fois-ci les altitudes. Comment, pour être simple, comment on explique la différence qu'on peut avoir sur un profil et sur les altitudes lors d'un enregistrement et les altitudes qu'on va avoir lors de la création d'un parcours sur le site, par exemple? Comment est-ce qu'on explique ce différentiel entre des dénivelés positifs, négatifs qui vont être différents dans le cas de l'enregistrement et dans le cas de la création? Si tu peux nous faire un petit topo là-dessus, ce serait super.
Alors, c'est justement la question des altitudes est très intéressante et assez complexe en réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on crée un parcours, que ce soit sur l'application ou sur le site, évidemment, les altitudes, elles viennent de quelque part. Donc, on a vu qu'on a un profil de dénivelé qui est calculé, qui est créé. Donc, ces altitudes viennent de la base de données de l'IGN. Donc, c'est des altitudes qui sont très précises. Voilà. Par contre, elles sont limitées à la France. Donc, si vous tracez un parcours à l'étranger, vous n'aurez pas ces informations d'altitude. Mais en tout cas, c'est des données qui sont très précises. Par contre, quand vous faites un enregistrement GPS, donc là sur mon application, grâce à ce bouton-là, là, ça va être des altitudes qui viennent du GPS, donc qui sont calculées grâce à la puce GPS de votre téléphone. Et là, on peut avoir des erreurs qui apparaissent pour différentes raisons. Et donc, on peut avoir des altitudes qui sont moins précises. Vous voyez que là, moi, je capte pas bien actuellement, donc j'ai mon altitude qui est à moins 60 mètres, ce qui est évidemment une altitude erronée parce que moi, je suis actuellement à une altitude de 10 mètres environ. Donc, si je sors dans la rue, que je commence à marcher, évidemment, cette valeur sera corrigée, elle va être proche de la réalité. Mais dans certaines situations, il peut y avoir des erreurs d'altitude qui s'accumulent et qui font que mes dénivelés ne sont pas corrects ou que mon altitude, à un moment donné, n'est pas correcte. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous enregistrez un- vous faites un enregistrement sur l'application, si vous l'envoyez sur le site internet, les altitudes, elles vont être recalculées sur le modèle numérique de terrain de l'IGN, et donc vous aurez des altitudes beaucoup plus correctes, un profil de dénivelé avec moins d'erreurs que celui que vous aviez à la fin de votre enregistrement. Merci beaucoup. J'ai peut-être aussi une dernière question. Est-ce que tu peux nous montrer quelles sont les différences entre les données, les fonds de carte, entre le site et l'application mobile? Peut-être nous refaire. Est-ce qu'on trouve les mêmes choses? J'ai ma petite idée. C'est pas tout à fait le cas. Donc, quelles vont être les différences d'une interface à l'autre? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, il y a quelques différences. Euh, pour différentes raisons, en fait, le site. Alors, sur le site, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous disais, il y a pas de fonctionnalité payante, donc tous les fonds de carte sont disponibles dans la version gratuite. On peut les prendre dans l'ordre, hein, c'est assez similaire quand même. On a essayé de garder une cohérence entre les deux. Donc, on a le plan IGN qui est la carte simplifiée de l'IGN qui est mise à jour plus rapidement d'ailleurs que les cartes topographiques, donc qui est très utile et très intéressante, mais sur laquelle il manque quand même par exemple l'information DGR, ce qu'on appelle l'information touristique, mais voilà, qui est quand même une carte très utilisable et très pratique. Les photos aériennes. Ensuite, là, comme sur le site, vous voyez, on a les cartes IGN multi-échelle. Donc ça, c'est les cartes topographiques qui sont différentes à chaque échelle. Le fond qu'on appelle top 25, qui sont donc les cartes au 25 millième qui s'affiche à tous les niveaux de zoom. Donc voilà, à la fois sur le site et sur l'application. Ça, vous voyez que ça devient illisible lorsqu'on dézoome, mais lorsqu'on est suffisamment zoomé, c'est voilà une carte qui est pratique et qui, contrairement à la multi-échelle, permet de garder exactement le même affichage à tous les niveaux de zoom. Voilà, donc tout ça, c'est identique du site à l'appli. La carte des pentes qu'on a sur le site, donc ici, on voit pas grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de pentes au niveau de Limoges, mais voilà, si je reviens au niveau des Pyrénées, où je suis sûr qu'il y a beaucoup de pentes, vous voyez qu'on a pas mal de couleurs qui apparaissent et on retrouve la même chose sur l'application ici avec le calque des pentes qui a la particularité, contrairement au site, de pouvoir s'afficher au-dessus de n'importe quel fond de carte. Donc, par exemple, je peux l'afficher au-dessus des photos aériennes si je souhaite, ce qu'on ne peut pas faire sur le site. Donc, vous voyez, il y a des petites particularités, mais en tout cas, on retrouve les mêmes données. Les parcelles cadastrales, on les retrouve également sur l'application avec ce calque-là. Les cartes OACI, qui sont les cartes aéronautiques, également, elles sont ici. Les cartes historiques,
donc de 1950 et de l'état-major, elles sont ici et ici. Et on a sur le site un fond OpenStreetMap qui est le fond officiel, qu'on n'a pas repris sur l'appli, je vais vous expliquer pourquoi, qui est donc ça c'est la carte qui provient de openstreetmap.org, qui est le fond OpenStreetMap de base, qui est disponible pour le monde entier et qui permet d'avoir donc une cartographie vraiment partout. Sur l'application, on a fait le choix, je vais désactiver ici mes deux cales, on a fait le choix de deux autres fonds OpenStreetMap qui ont l'avantage d'avoir des courbes de niveau. Donc, qui sont OpenStreetMap Outdoors et OpenCycleMap qui va en plus afficher les parcours vélo. Ensuite, sur l'application, je vais me remettre sur le fond plan IGN, on a des couches en superposition supplémentaires par rapport au site Internet. La première, c'est la couche de couverture des opérateurs français qui nous permet de passer des appels d'urgence. Donc, c'est la fusion en fait des cartes de couverture de tous les opérateurs. Donc, vous voyez qu'ici, on a par exemple une zone blanche, ce qui veut dire que dans cette zone, on n'a aucun opérateur français qui nous permet d'avoir du réseau. À côté, on a la couche de couverture opérateur par opérateur. Donc là, par exemple, on va pouvoir afficher le réseau Bouygues et on a également les autres réseaux. On a également les traces de randonnée hivernale. Donc ça, c'est une couche créée en collaboration entre Petzl et l'IGN qui sont, hop, je vais les afficher avec ce fond de carte. Elles sont pour l'instant disponibles que pour les Alpes, mais elles seront bientôt disponibles pour les Pyrénées également. Et vous allez voir que ces tracés ici qu'on a en rouge-orange, en fait, ce sont des tracés qui peuvent être effectués à ski, de randonnée ou parfois en raquette et qui vont en fait remplacer à terme les tracés bleus, les tracés qui sont actuellement en bleu sur les cartes papier et sur nos fonds topographiques, puisque ces tracés orange sont des versions améliorées en fait de ces tracés. Enfin, nous avons donc la carte des pentes que nous avons déjà vue, le fond OpenSnowMap qui va avoir des informations sur les stations de ski et les itinéraires raquettes, ski de rando, etc. Pour vous montrer un exemple, il faut s'approcher d'une station de ski. En gros, c'est un fond qui présente ce type d'informations. Et on a également le carroyage DFCI qui est un carroyage utilisé par des équipes de secours comme les pompiers et les PRSF qui sont les points de rencontre des secours en forêt, qui sont des points de rassemblement en fait pour soit les professionnels qui travaillent en forêt, soit pour des personnes nécessitant des secours et qui vont s'afficher avec ces points rouges sur la carte. Voilà, et après, pour chaque point, vous avez des informations qui le concernent et que vous pouvez communiquer au secours. Et enfin, la carte indiquant les restrictions de vol des drones et les parcelles cadastrales, comme on l'a vu tout à l'heure. Et sachez que pour toutes ces couches, enfin pour la majorité de ces cartes en tout cas, vous avez une légende accessible avec le petit bouton i que je viens d'appuyer et qui va donc me donner la légende pour mon fond de carte et pour ma couche en superposition. Donc là, on retrouve la légende de ces zones de restriction de vol, donc les zones où le vol est interdit, ou avec d'autres couleurs, les zones où la hauteur de vol est limitée. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Eh bien, cet atelier touche à sa fin. J'espère que vous avez pu apprendre beaucoup de choses. N'hésitez pas à le revoir, à cliquer aussi sur les différents chapitres que vous trouverez en description pour aller directement à une thématique qui vous intéresse. Et puis, comme on le disait en introduction, à également aller voir les autres
vidéo. Si par exemple, il y a certaines fonctionnalités de l'application qui vous sont encore, qui vous paraissent encore compliquées ou que vous ne maîtrisez pas totalement, n'hésitez pas à aller voir l'atelier initiation ou si vous avez plus des questions autour des fonds de cartes, notamment de la carte Top 25 dont on a parlé, dont Angelo a parlé à un instant, si vous avez des questions sur les symboles, sur comment elle est faite, sur qu'est-ce qui est représenté, comment c'est représenté, n'hésitez pas à aller revoir un atelier lecture de cartes. Voilà pour moi, un grand merci à vous tous, et puis je laisse Angelo conclure et finir cet atelier. Merci Alexandre, merci à tous d'avoir suivi cet atelier. Une dernière petite information, on vous met toutes les informations nécessaires pour nous écrire et pour nous retrouver sur les réseaux dans la description de la vidéo. On fait actuellement un petit jeu concours pour les fêtes de fin d'année sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller suivre notre compte Instagram, voir les belles photos qu'on a préparées pour vous. Elles sont toutes associées à un parcours que vous retrouvez évidemment sur la plateforme et sur notre communauté Ubicarta. Et donc, on vous attend nombreux pour ce jeu concours pour gagner des abonnements pour l'application le jour de Noël. Merci à tous, bonne fête de fin d'année et à bientôt.